Salut Christophe, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Christophe, tu es directeur de recherche à l'IRIS, tu es spécialiste, s'il en est, de l'Amérique latine. C'est à ce titre que je t'ai invité parce que c'est une région du monde, une grande région du monde, où il se passe beaucoup de choses, notamment en rapport avec la politique extérieure des États-Unis. On voit Donald Trump particulièrement à l'offensive vis-à-vis des pays d'Amérique latine. C'est pas la première fois dans l'histoire des États-Unis que les présidents américains s'intéressent à l'Amérique latine et y vont de leurs ingérences. La dernière en date et la plus manifeste, c'était ce qui s'est passé en Argentine où Donald Trump s'est personnellement impliqué dans la campagne des élections législatives argentines en se mettant du côté de Javier Milei. On se demande si ça va être la même chose au Chili, au Honduras, où il va y avoir des élections dans un mois, ou en Colombie ou au Brésil l'année prochaine. Il y a aussi ce qui se passe au Venezuela, on va y revenir, mais là, c'est carrément des attaques directes sur des navires vénézuéliens et des menaces de renversement du régime. Comment est-ce que tu vois, toi, d'abord, comment tu brosses en fait ce changement, enfin, est-ce que tu vois un changement dans la politique américaine vis-à-vis de l'Amérique latine? Qu'est-ce qu'incarne, selon toi, Donald Trump vis-à-vis de ce sous-continent américain? Bah écoute, déjà la présentation tout à fait précise que tu as faite là pour introduire l'échange montre bien que il y a quand même maintenant un phénomène Trump qui concerne l'ensemble de la région latino-américaine. Donc oui, on peut dire qu'on commence à voir un petit peu plus précisément ce que sont plus exactement les intentions du président républicain. Alors oui, il y a une politique de Trump pour la région. On la voyait venir, hein. Je vais essayer de la synthétiser. Trump, depuis sa campagne de 2024, avait grosso modo déjà posé les jalons de ce que nous sommes en train de découvrir chaque jour. Au gré de Social Truth de X et de l'imprévisibilité et du bougisme permanent de ce président américain qui nous oblige un peu de manière épuisante à suivre tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, parce que ça change à chaque fois. Mais enfin, là-dedans, il y a quand même des lignes de direction. Alors, la politique de Trump pour l'Amérique latine, c'est essentiellement trois choses. Et ça concerne tous les pays de la région, à des degrés différents, avec des densités et une radicalité qui peut différer selon que nous parlions d'un pays supposément hostile ou récalcitrant par rapport à la domination américaine, ou de pays qui se considèrent être dans un alignement assumé, parce que l'Amérique latine offre les deux, en fait. Hein. Il n'y a pas d'homogénéité en Amérique latine sur le rapport aux États-Unis et à Trump. Il y a de grandes divergences aujourd'hui qui se révèlent aussi, et d'ailleurs au passage qui nous montrent un peu la fragilité hein, de l'Amérique latine. On y reviendra peut-être. En tout cas, quelles sont ces directions? Moi, j'en vois au moins trois, et elles sont liées dans la tête de Donald Trump. Elles sont largement, en fait, pour lui, articulées à des questions de politique intérieure. Et ça, c'est déjà le point très important qu'il faut comprendre. La politique de Trump en Amérique latine n'est pas une politique étrangère. C'est une politique qui s'articule aux priorités de la politique intérieure trumpienne. Et donc, de ce point de vue-là, elle est une forme de, disons, de, elle a une forme de lien, elle renoue avec effectivement l'esprit de la doctrine Monroe qui date du 19e siècle, 1823, et qui était l'idée que l'Amérique aux Américains, c'était la formule consacrée. Ça voulait dire, grosso modo, que tout ce qui se passait en Amérique, au sens continental du terme, ce que à Washington on appelle l'hémisphère continental, que nous on appelle le continent américain, c'est-à-dire qui va de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu en bas en Argentine et au Chili, et ben tout ça, tout ce qui s'y passe, en fait, relève de l'intérêt états-unien et concerne et peut affecter les intérêts des États-Unis. Donc de ce point de vue, eh bien, les États-Unis ont un pouvoir, un devoir, ce sera plus tard ce qu'on appellera le corollaire Roosevelt en 1904,
qui est déjà une actualisation, d'ingérence, d'intervention, etc. Donc c'est un peu ça, disons, la base. Ce que dit Trump aujourd'hui réactive cette logique. Hein. Alors, précisément, les trois choses en question, c'est un, euh, la lutte contre une certaine conception de la lutte contre le trafic de drogue, contre le narcotrafic. Le deuxième, c'est la lutte contre l'immigration. Et la troisième, c'est l'endiguement de la Chine. Voilà les trois thèmes de la politique de Trump dans la région. Et comme je te dis, tout est lié pour lui. Puisque, en fait, en luttant contre la drogue, en projetant la force militaire en Amérique latine pour intervenir et détruire l'offre narcotique, c'est-à-dire l'offre, c'est la matière, c'est le produit, mais c'est aussi les producteurs. Hein. La logique de Trump, de ce point de vue-là, est très classique aux États-Unis. Il s'agit d'une politique de destruction de l'offre. Et il pense que comme cela, il n'y aura plus de problème de consommation des drogues aux États-Unis, ce qui est complètement faux et démenti depuis plus de 60 ans, puisque les Américains font ça depuis 60 ans. Mais en faisant ça, il pense qu'il protège son électorat populaire, MAGA, aux États-Unis, qu'il montre qu'il n'y a plus dans les rues des villes des dealers, etc. Parce que bien sûr, dans le monde de Trump, les dealers, c'est qui? C'est les électeurs américains. Pas tous, mais en grande partie. C'est les migrants qui arrivent. Et qui arrivent pourquoi? Parce qu'ils viennent vivre et faire vivre, prospérer la pègre aux États-Unis. Et en plus, c'est les narcotrafiquants qui organisent la traite des migrants parce que c'est un business pour les emmener aux États-Unis. Donc tout ça est lié. Et puis même, il peut lier la Chine, puisque la Chine, même si son grand sujet, c'est son endiguement commercial dans la région, Trump peut dire, regardez, les Chinois, c'est eux qui exportent les précipités pour faire du fentanyl, qui est après transformé par les cartels mexicains, puis vendu à nos chers chérubins. Donc ça, après on va discuter un peu peut-être plus précisément, mais c'est ça le socle de la politique trumpienne. Est-ce que dans le cadre de ce socle, enfin, d'après toi, il pourrait engager les troupes américaines en Amérique du Sud? Je l'avais entendu dire, c'était au début du mois d'août, dire bah, contre les cartels, ouais, en Amérique latine, je vais envoyer l'armée pour démanteler les cartels. Il s'adressait notamment au Mexique, mais il avait l'air de dire que ça pourrait irriguer l'ensemble du sous-continent américain. Bah oui, tout à fait. On doit même dire qu'il le fait déjà, puisque aujourd'hui il y a disons la concentration d'une armada militaire jamais connue auparavant dans la Caraïbe. Hein. Même si on remonte au début du XXe siècle, sans faire trop d'histoire, mais à l'époque justement où on parlait de la politique américaine comme de la politique des bateaux de guerre dans la Caraïbe, qui faisaient les gendarmes, etc., et canonnaient lorsque c'était nécessaire leurs adversaires en République dominicaine ou ailleurs. C'était pas du tout avec l'ampleur déjà qu'on a aujourd'hui. Hein. Je rappelle quand même pour ceux qui vont nous écouter que là actuellement on est toute fin octobre 2025. Depuis le mois de septembre, il y a disons un attroupement, si je puis dire, militaire avec une trentaine, enfin des dizaines et dizaines d'avions de chasse, des drones tueurs, des drones de surveillance. Il y a je sais pas combien de bateaux, de croiseurs, de destroyers. Il y a un sous-marin nucléaire. Il y a le plus gros porte-avions de la marine américaine qui arrive, le général Ford, qui est le fleuron de la marine américaine, qui vient là, qui est un porte-avions capable d'envoyer là aussi des dizaines et des dizaines de chasseurs pour attaquer où ils veulent dans la région. Il y a à peu près 10, et ça va monter encore, 10 000 hommes qui sont 10 000 Marines qui sont mobilisés dans les eaux, non pas internationales comme on l'entend trop souvent dans les médias, parce qu'il n'y a pas d'eau internationale dans la Caraïbe, c'est trop petit. Il y a des eaux nationales. Les Américains sont aux interstices des eaux vénézuéliennes, de Trinidad et Tobago, etc., etc. Et donc aussi à Porto Rico, qui un protectorat, on peut dire, américain, où stationnent aussi quelques milliers d'hommes prêts à en découdre. Alors ça, c'est déjà très important. Mais pour répondre après à ta question, bien sûr que c'est ça. La chronologie est importante. Trump l'avait dit pendant la campagne. Il prend le pouvoir le 10 janvier 25. Dès février 25, il adopte un décret sur lequel nous sommes aujourd'hui, un décret qui dit qu'il désigne les cartels et les gangs comme organisations terroristes étrangères. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu autorises la mobilisation de la force américaine pour qu'elle puisse se projeter sur des terrains extérieurs
pour attaquer parce que, de ce titre, comme c'est une menace pour la sécurité intérieure américaine. Donc c'est imparable comme logique, ça offre la force militaire. Est-ce dire qu'à ce moment-là, ça permet à Trump de rentrer en guerre? Non, il a fait très attention à ça, parce que s'il demande à rentrer en guerre, c'est le Congrès américain qui doit l'en autoriser. Mm. Alors, il a bien fait attention à dire que ce qui se passe, c'est que les États-Unis sont en conflit armé, je prends les mots de l'administration, en conflit armé contre des combattants illégaux. C'est ça la formule. Et le décret permet euh, d'aller chercher l'élimination totale. Là aussi, c'est les termes du décret des adversaires qu'on a identifiés, c'est-à-dire des cartels, etc. Mais après, quand tu commences à dire que le chef du cartel s'appelle Nicolas Maduro ou Gustavo Petro en Colombie, qui a été accusé de ça, ou demain, j'en sais rien, quel autre chef d'État, probablement pas Javier Milei, mais plutôt peut-être Lula, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on va en arriver là, mais bien sûr, tu vois comment tout ça peut servir une autre logique, un autre projet, qui est en fait la déstabilisation. Donc oui, militairement, les Américains sont autorisés, et c'est ce qu'ils font déjà. Et en fait, la forme que ça va prendre, on peut en discuter peut-être un peu plus tard, mais aujourd'hui, je pense que ce qu'est en train de faire Trump, c'est que il n'a pas décidé ce qu'il veut faire exactement. Il détruit des bateaux. Malheureusement, il y a déjà des 43, 50 morts aujourd'hui. On ne sait pas bien qui sont ces gens-là. C'est certainement pas des grands capots des cartels. Au pire, c'est des petites frappes, si tu me permets l'expression. Et encore au pire, c'est probablement peut-être des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça. Comme on l'a vu en Colombie, c'est aussi des gens qui sont, on découvre que ce sont des pêcheurs, etc. Bref. Mais ça, c'est, j'ose dire, c'est un peu cynique, mais c'est pour amuser la galerie et faire, comme Trump appelle, de la good television. Bon, Mm. c'est fait pour ça. Mais la vraie stratégie, c'est probablement autre chose et qui sera à un moment donné, s'il le souhaite, de pouvoir faire des frappes ciblées, des frappes, disons, à la fois en mer, mais aussi dans les pays latino-américains. Et d'ailleurs, on parle du Venezuela à juste titre, mais il a dit il n'y a pas très longtemps dans une conférence de presse que aussi il n'excluait pas de s'intéresser au Mexique, hein, Mm. euh, c'est-à-dire au territoire mexicain où les forces militaires pourraient disons, taper, frapper, décapiter ici un cartel, etc. C'est ça la logique qui est en train de se mettre en place. Tu m'as dit en préambule que, en gros, la politique extérieure de Trump vis-à-vis de l'Amérique du Sud, c'était avant tout pour répondre à des questions intérieures. Tu as donné tes trois axes. Que je rappelle, donc la lutte contre l'hégémonie chinoise, la question de la drogue et la question de l'immigration. Mais lorsque j'écoute Donald Trump ou Marco Rubio, hein, son secrétaire d'État, il y a un quatrième axe, je trouve, qui revient, c'est la constitution de cette internationale réactionnaire, c'est la mise en place à l'extérieur des frontières des États-Unis je sais pas, d'un monde en fait qui serait celui inventé par, enfin, dans la tête des grands réactionnaires du monde. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il dit vouloir soutenir Javier Milei. Et Javier Milei, c'est pas pour les trois points que tu m'as dit tout à l'heure. Enfin, il y a pas tellement de narcotrafic, il y a l'immigration, c'est assez anecdotique. Et l'hégémonie de la Chine, peut-être, enfin, je m'y connais pas assez. Mais ce que je vois, c'est que Donald Trump, quand il dit j'aime Javier Milei, il dit c'est parce que nous pensons la même chose. Donc, est-ce que tu vois aussi dans ce que fait Donald Trump en Amérique du Sud aussi une croisade illibérale mondiale? Alors, je pense pas qu'on puisse dire que la politique de Trump pour l'Amérique latine enfin, ce soit un objectif en Amérique latine. En revanche, effectivement, je pense que il trouve en Amérique latine aujourd'hui des points d'appui et des alliés pour cette croisade au niveau international. Ça, c'est sûr. Ce qu'il trouve en Amérique latine avec les mêmes, c'est quand même des alliés pour sa conception et cette légitimation de l'interventionnisme américain. C'est-à-dire, ce qu'il trouve avec Milei ou avec Daniel Noboa, le président équatorien, ou quelques autres en République dominicaine, moins connus en France et ailleurs, ce sont des dirigeants latino-américains qui légitiment, en fait, et qui justifient la politique et les formes qu'elle prend de Trump dans la région. Et surtout pour Trump, Milei est important, là je te parle que pour la Mm. dimension latino, hein, est important parce que c'est un grand allié et c'est ce qui permet de justifier sa politique contre le Venezuela. C'est-à-dire que Milei, dans sa vassalisation enthousiaste auprès de Trump,
a un discours très dur sur la nécessité du changement de régime au Venezuela. Il appuie Trump là-dedans. Donc, ça permet quand même à Trump, si tu veux, de pouvoir dire, bah regardez, on n'est pas les grands méchants américains gringos tout seuls qui venons taper sur tout le monde. On a quand même, c'est pas rien, l'Argentine avec nous, on a l'Équateur, on a tel pays, etc. Donc là, je pense qu'il y a quand même un lien à ce niveau-là, hein, et la victoire de Milei aux élections du 26 octobre législatives pour Trump, elle est très importante de ce point de vue-là, parce qu'il peut vraiment dire qu'il a un allié de poids qui soutient sa politique, qui en comprend la rationalité et qui est d'accord avec lui sur le fait que les Américains ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans la région, même si c'est de faire tomber des dirigeants, etc., ou d'intervenir militairement. Donc c'est quand même important là-dessus. Bon, peut-être c'est pas trop le sujet, le cœur de notre sujet aujourd'hui, mais si, la Chine, c'est un sujet en Argentine aussi, hein, parce que les Argentins, la Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Argentine, c'est pas les États-Unis du tout, hein. Ça touche avec le Brésil, c'est la Chine sinon, hein. Donc la Chine a beaucoup d'intérêt en Argentine et l'Argentine doit beaucoup d'argent aussi à la Chine. Donc si tu veux, c'est un sujet. Bon, en tout cas, voilà. Mais en même temps, les deux choses sont pas contradictoires. C'est-à-dire que ce que tu dis sur l'international réactionnaire, bah, c'est très juste. C'est-à-dire que pour Trump, en même temps de faire tout ça, il construit cette internationale, une internationale qui a des points de convergence où il est donc pas le seul par exemple, à avoir une alliance indéfectible avec M. Netanyahou en Israël. Notre ami Milei, c'est exactement la même chose, hein. C'est la même chose. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale avant qu'on enregistre la vidéo sur l'embargo à Cuba. 195 pays, pardon, 165 pays ont voté contre le fait qu'il y ait un embargo. Mais dans pays, il y a des pays qui ont voté pour, hein, c'est l'Argentine. Ce qui est pour les États-Unis aussi une bonne prise, si tu veux, hein. Donc voilà, je pense que les deux choses sont vraies en même temps. Mais je dirais que voilà, pour la partie latino stricto sensus, voilà, je pense qu'on est un peu dans ce que j'ai essayé de décrire. On a parlé donc de ces attaques de Donald Trump sur le Mexique, sur le Brésil, sur le Nicaragua, en Colombie, contre le Venezuela. Est-ce qu'il y a un contre-axe qui est en train de se former justement pour résister à cet impérialisme débridé états-unien ou est-ce que les pays sont trop, enfin voilà, ont trop des directions divergentes et ils n'ont pas le temps en ce moment pour ben, voilà, organiser la résistance face à cette volonté américaine. Non, je crois qu'aujourd'hui, l'Amérique latine est faible, fragile, divisée, divergente, hélas. D'abord, la partie à laquelle tu fais référence, qu'on va dire de gauche rapidement, les gouvernements de gauche, le Brésil, le Chili, Le Mexique. d'ailleurs, c'est le Mexique et quelques autres. D'abord, un, sont sidérés par ce qui se passe. Il y a un effet de sidération. Deux, ne veulent pas euh, ou sont très prudents à se mettre à dos Trump complètement. Euh, c'est la question des tarifs, des politiques de douane. C'est tout ça. Donc, si tu veux, il y a une espèce de sidération qui est mêlée d'une forme de crainte aussi de ce que pourraient faire les Américains, parce qu'ils se disent, en gros, ce président américain est capable de tout. Tu vois, il a peut-être pas de surmoi, il n'a pas de limite. Euh, et donc, les gens font très attention. Et que ce soit Lula, Boric, etc., sont prudents parce qu'ils savent que le rapport de force n'est pas bon pour eux, parce que précisément dans la région, bah, il n'y a pas de voie commune. Il y a Trump, il y a Milley, c'est trop polarisé, si tu veux. C'est une période qu'on n'a pas connue en Amérique latine depuis le début du XXIe siècle. À ce point, il y a trop de polarisation, il y a trop de désaccords, etc. Donc, il ne peut pas y avoir les conditions pour un axe ou un contre-axe ou quelque chose d'uni. Par ailleurs, la question vénézuélienne, qui est un peu le cœur là en ce moment de ces discussions, bah, divise. Là aussi, c'est un point de divergence entre les gauches, hein. Le gouvernement de Nicolas Maduro ne peut pas compter sur la solidarité spontanée des autres, hein. Je veux dire, son élection n'est pas reconnue par le Chili, elle n'est pas reconnue par le Brésil formellement, sa dernière élection de 2024. Il a le soutien de Cuba, du Nicaragua, mais tu vois bien que tout ça ne permet pas au Venezuela de s'appuyer sur une alliance. Ils viennent de perdre la Bolivie, qui était encore en bonne relation avec le Venezuela. C'était la Bolivie qui vient de tomber à droite, qui, elle, avec le nouveau président, ça me permet de le dire, qui s'appelle Rodrigo Paz, qui a fait allégeance directement à Donald Trump,
hein. Donc c'est un pays perdu aussi. Donc si tu veux, voilà, la situation c'est celle-là. Ce qui est embêtant, donc voilà, je veux dire, il n'y a même pas de bonne relation entre le Venezuela et les autres pays de gauche, même si, on va dire, l'impérialisme américain est supérieur dans les motifs de rejet des pays de gauche à leur désaccord avec Maduro éventuellement. Je veux dire, la présence américaine, c'est pas admissible, hein, pour les pays de gauche, mais ils n'ont pas les moyens de construire un axe aujourd'hui qui se fasse ça. Alors, on a vu Lula, qui est quand même le plus fort d'entre eux, Lula qui, lors du sommet de l'APEC, a vu Trump et a offert ses services pour une médiation entre le Venezuela et Washington. Je ne sais pas ce que Trump en fera, mais pour l'instant, disons, euh, Lula, sa marge de manœuvre, elle est limitée. Il doit déjà déminer les menaces de sanctions de Washington sur son économie juste parce que Bolsonaro a été condamné. C'est juste pour ça, hein, que le Brésil a 50% de droits de douane. C'est pas parce qu'il y a des problèmes commerciaux. C'est d'ailleurs c'est un des seuls pays avec lesquels les États-Unis n'ont pas un déficit commercial. Donc c'est vraiment pour des raisons politiques. Donc il doit déminer ça. Bon, ils se sont vus, ils sont plutôt. Je pense que Lula tente ou teste, du moins, de voir quelle relation il peut construire avec Trump. Et donc la question vénézuélienne, il la manœuvre avec beaucoup de tact, si tu veux, hein, aujourd'hui. Mais en tout cas, du coup, là au moment où on se parle, non, il y a pas d'axe. Maintenant, si les États-Unis frappent, ce qui est tout à fait possible, hein, si les États-Unis frappent avec des missiles ou envoient des barbouzes au Venezuela, des commandos, que sais-je, pour cibler pour frapper des cibles comme ils ont fait en Iran ou ailleurs, si c'est ce qui est en train de se passer, et ça va là, on va rentrer dans autre chose. Hein, on va rentrer dans autre chose, en tout cas dans le déclaratif, dans le positionnement politique. On sera dans quelque chose où le sentiment anti-américain grossira. Hmm. J'ai une dernière question, Christophe. Tu as parlé de la Chine, mais il y a aussi les autres acteurs du monde, en fait, qui ont des relations plus ou moins fortes avec les pays d'Amérique latine. Est-ce que, ben voilà, la place, en fait, des États-Unis, d'abord géographique, mais aussi économique dans le continent américain est très importante, à n'en pas douter, pour tous les pays d'Amérique du Sud. Mais il y a il y a des alternatives en fait qui existent en termes de partenaires. Il y a l'Asie, il y a aussi l'Europe, il y a aussi l'Afrique. Est-ce que là, il y a des tentatives justement pour les pays dont on parlait, qui sont dirigés par la gauche, de chercher ailleurs en fait des points d'appui en Europe, en Afrique ou en Asie? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs tout est vrai en même temps, si tu veux, hein. Tout ce qu'on décrit, c'est tout ça en même temps. Et si la réaction de Trump et ça, disons, où il inclut le fait de repousser la Chine d'Amérique latine, c'est précisément parce que les pays latino-américains de gauche, c'était eux qui étaient à l'initiative de tout ça il y a une vingtaine d'années maintenant, quinzaine d'années, mais tous les pays latino-américains. Je veux dire, la grande nouveauté, c'est justement la diversification des économies latino-américaines et des relations de coopération géopolitique avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, avec la Turquie, avec le Nigeria, avec un certain nombre de pays dits émergents qui sont aujourd'hui, si tu veux, rentrés en Amérique latine et avec lesquels les Américains ont des relations très solides, hein. Tu vois, tout est contradictoire. Je te parlais de l'Argentine de Milei, mais comme je te disais, l'Argentine de Milei, son premier partenaire, c'est la Chine, en fait, hein, par exemple. Donc, si tu veux, par exemple, les Brésiliens, en vérité, ils s'en fichent un peu de perdre le marché nord-américain. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas bien. Ils voudraient le garder. Ils ont des intérêts aux États-Unis, c'est très clair. Mais je veux dire aujourd'hui, ce qu'ils ne vendraient plus aux États-Unis s'ils en arrivaient là, ce qui n'est encore une fois pas leur souhait, mais s'ils en arrivaient là, ils pourront assez rapidement l'écouler en Chine, si tu veux. Donc il y a tout ça. Bizarrement, les Américains aujourd'hui ont un petit peu plus d'autonomie qu'ils avaient dans les années 60, 70, 80, 90, grâce à cette diversification qui se matérialise aussi, bien sûr, sur ce que on voit le plus, nous, au quotidien, quand on s'intéresse un peu à la vie internationale, c'est les BRICS, c'est un certain nombre de nouveaux regroupements, disons, géopolitiques où les pays latino-américains sont actifs et font partie d'espaces qui leur paraissent à eux être importants parce que ces espaces sont les seuls qui permettent d'éviter, disons, le fait que se fracasse définitivement le multilatéralisme
en l'absence d'un multilatéralisme fonctionnel au sein des Nations Unies et avec les États-Unis, etc., qui n'en veulent pas, eh ben, les pays latino-américains, comme tous les pays, disons, qu'on appelait périphériques ou du Sud, sont des pays qui voient dans le multilatéralisme la possibilité d'exister pour les faibles. Hein. Mmh, Et donc, si tu veux, la politique unilatérale, c'est toujours celle des forts. mmh, Donc, les Latino-Américains ont construit plein de choses. Il y a les BRICS, il y a d'autres choses un peu moins connues, etc. Mais il y a effectivement un maillage, disons, multilatéral, international, et qui est appuyé sur une diversification économique qui pose, qui existe. Mais du coup, la loi, à mon avis, pour les Latino-Américains, c'est savoir est-ce qu'ils arriveront à construire dans les années qui viennent, pris en étau entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'ils arriveront, et pour l'instant, bah, c'est plutôt non, mais est-ce qu'ils arriveront à un moment donné à construire une stratégie qui leur permettra d'avoir un non-alignement, certains disent actif, c'est-à-dire un non-alignement qui ne soit pas finalement un alignement quand même, hein, mmh. et qui soit un truc qui permette aux Latino-Américains surtout de gagner en autonomie de décision. Voilà. C'est ça un peu à l'ordre du jour, et c'est les débats qui traversent la région, mais dans des conditions aujourd'hui qui sont quand même très très compliquées. J'ai une toute dernière question sur l'Argentine et sur la récente campagne législative argentine. On a vu donc l'ingérence totale de Donald Trump. Les Chinois, qui sont donc le premier partenaire économique de l'Argentine, ils n'ont rien fait. Ils ont regardé ça, ils ont dit bon, bah, ok, très bien, Donald Trump fait de l'ingérence et nous, on ne répond pas. Ils auraient pu répondre à la même hauteur et dire bon, bah attendez, Trump, il propose des millions si c'est les milléistes qui gagnent, bah nous aussi, on va vous proposer des millions, on peut vous proposer encore plus, je sais pas, enfin, on va avoir des enchères à ce niveau-là. Alors, les Chinois procèdent pas comme ça. Mm, Les Chinois restent toujours très discrets dans leur diplomatie, qui peut être séductrice ou un peu coercitive, hein. Avec l'Argentine, depuis que Milei a été élu, ils ont joué les deux. Parce que Milei est quand même un président qui les a insultés allègrement avant, pendant sa campagne, en disant qu'il romprait les relations avec les communistes, etc., que tout ça. Et c'est pas ce qu'il a fait, parce que il est obligé de aussi à un moment donné gérer le principe de réalité. Hein. Le principe de réalité, c'est que l'économie si malade de l'Argentine ne peut pas se passer en fait, ni du marché chinois. Parce que pour l'instant, même l'allié Trump, si tu veux, n'offre pas l'ouverture de son marché et il taxe aussi l'Argentine, qui l'accepte. Donc, les Chinois, ils en ont besoin. Donc, il s'est calmé, Milei, sur le sujet. mm, Alors, comment ils font, les Chinois? Ben, les Chinois, ils gèrent la chose pas au cas par cas ou dossier par dossier. Ils gèrent l'Amérique latine dans la manière dont ils gèrent leur relation avec Trump. Donc, ils sont prudents. Ils sont pas trop interventionnistes, mais ils veulent pas, si tu veux, justement, peut-être tomber dans le piège qui serait de vociférer et à leur tour, ce qui viendrait peut-être légitimer encore l'argumentation trumpienne que vous voyez, les vrais impérialistes, c'est les Chinois, ils sont découverts. Ouais. Ben non, en fait, les Chinois, ils restent discrets. Après, ils font des choses. Sur l'Argentine, ben, ils ont rappelé à Milei que bah, si vraiment ça va pas, ils peuvent tout à fait être en droit de demander à Milei qu'il leur rembourse les swaps, ce qu'on appelle les swaps, c'est les crédits en monnaie locale que les Chinois ont concédé deux fois 6 milliards de dollars pour l'équivalent. C'est beaucoup, tu vois, pour les Argentins. Il leur a dit, bah, vous pouvez nous rembourser, mais ils peuvent pas rembourser les Argentins, donc ils veulent pas aller au clash. mm. Et lorsque Trump a annoncé, nous, on vous en donne 20 milliards en swap, comme les Chinois ont fait, et puis on va vous donner de l'argent, sinon, si vous votez Milei, si vous votez pas pour lui, c'est l'asphyxie financière. Les Chinois ont demandé quand même à Milei une déclaration publique pour savoir il entendait couper les relations avec la Chine et remettre en cause la présence économique, commerciale et les aides financières chinoises. Et Milei, discrètement, l'a fait. Et il a quand même fait une déclaration pour dire que non, 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 Trump ne demandait pas, si tu veux, que les Chinois soient mis dehors et que les prêts financiers qu'ils avaient octroyés à l'Argentine, disons, l'Argentine s'en dessaisisse. Donc tu vois, on est là-dedans. Mm. Bah, merci beaucoup, Christophe, pour tous ces éclairages. Franchement, c'est chaud.
Ah, non, mais C'est pas genre, simple. Donald Trump continue. Enfin, je veux dire, ça puisse. La déflagration Trump est d'une puissance, franchement, Bah oui, c'est vrai, et pas dans le sens où bah, on aimerait, mais c'est vrai qu'il est vraiment disruptif, il faut dire au sens strict du terme, et ça nous rappelle aussi que avant Trump, on avait beaucoup de débats pour savoir si la politique ça existait encore, si la politique avait un rôle, un pouvoir. Bah, avec Trump, on voit que la politique, ça existe. Et que quand il y a des décisions qui sont prises dans certaines conditions, bah, lui, c'est le plus puissant, etc. Effectivement, on voit que ce président américain est capable enfin, de donner une impulsion au monde qui est tout à fait palpable. Donc, mais pas dans le sens qu'on voudrait. merci beaucoup, Christophe. Voilà, merci, à bientôt.